Bonjour, donc toujours dans les sciences qui concernent la chimie. Donc aujourd'hui, bien dans cette science, on va voir le sous-domaine 2 qui concerne les transformations non totales d'un système chimique. Alors ce cours concerne les SVT, PC et Sciences Maths et même les filières professionnelles. On commence par la notion d'équilibre chimique. Donc, tout d'abord, on commence par des rappels sur les acides et les bases, les définitions, la transformation acide-base. Donc, un acide de Bronsted est une espèce chimique pouvant donner un ou plusieurs protons H+. La base de Bronsted fait l'inverse, donc elle peut capter un ou plusieurs protons H+. Un couple acide-base, qu'on note AH ou bien HA en général sur A-, est constitué d'un acide et de sa base conjuguée A-, est caractérisé par la demi-équation suivante, ou bien qu'on appelle l'équation protonique suivante, dans laquelle on utilise deux flèches, obligatoire. Donc l'acide ici AH, il a perdu H+, pour donner sa base conjuguée A-. La réaction acide-base donc se déroule entre deux couples acide-base, tels que l'acide d'un couple, par exemple H1A1, réagit avec la base du dixième couple pour donner l'acide du premier couple et la base du premier couple et l'acide du dixième couple. Bon, ici pour le moment on utilise une seule flèche dans le cas particulier bien sûr des réactions totales. Alors définition de pH, donc on définit le pH des solutions du lieu par la relation suivante: pH égale moins le logarithme décimal de la concentration des ions H3+. Attention à cette concentration-là, elle doit être exprimée en mol par litre et non pas en mol par mètre cube. Attention, lorsque vous travaillez avec la conductivité et vous cherchez la concentration H3+, et vous l'introduisez dans la relation, ça donne un résultat qui est faux. Alors cette relation donc équivalente, si on a la valeur du pH mais on cherche la concentration de H3+, donc on utilise la relation équivalente suivante: si la concentration H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH. La mesure du pH, donc si on veut une mesure qui n'est pas précise, on peut utiliser le pH ou bien des indicateurs colorés, ou bien si on veut une mesure qui est précise, on utilise un pH mètre. Exemple d'une transformation qui est totale, donc soit la réaction entre H2O comme réactif, donc H2O qui appartient au couple donc H3+O, donc H2O ici joue le rôle d'une base, donc H2O donc l'équation protonique correspondante à ce demi-couple est la suivante. Donc ici on va faire la réaction de H2O avec HCl, donc HCl est l'acide de ce couple, dont l'équation protonique est la suivante. Donc l'équation globale est H2O plus HCl, et si on utilise une flèche parce que la réaction est totale, donc HCl réagit totalement avec H2O, donc on dit HCl qui est un acide fort. Un autre exemple d'une transformation qui est non totale, par exemple toujours le couple de H3+ sur H2O, mais on va utiliser ici H2O comme une base, dans la demi-équation protonique ou bien l'équation protonique correspondante, mais ici on va faire réagir H2O avec l'acide éthanoïque, dont la base conjuguée est la suivante. La ou bien l'équation protonique correspondante au deuxième couple est la suivante, et l'équation globale, l'acide éthanoïque plus H2O, dont l'ion éthanoate et l'ion hydronium. Ici, on utilise deux flèches. Donc deux flèches, c'est-à-dire une flèche qui est dans le sens direct et la flèche pour le sens inverse. Donc on aura ce type de réaction lorsque les deux produits réagissent entre eux. Mais si les deux produits ne réagissent pas en rond, donc on aura une réaction qui est totale et on aura ici une seule flèche. Mais dans le cas où il y a réaction possible entre les produits, donc on aura à un certain moment, on aura la réaction qui se déroule dans le sens inverse et elle essaie de bloquer le sens direct. C'est-à-dire qu'on obtient un équilibre. Alors le sens d'évolution, donc les réactions comme la dernière qu'on a vue, donc ces réactions limitées, elles s'effectuent dans les deux sens. Et on symbolise l'équation de la réaction chimique en utilisant les deux flèches, comme celle-là donc, avec la flèche là, donc c'est appelé le sens direct de la réaction, et l'autre sens, c'est le sens inverse de la réaction. Le tableau d'avancement dans le cas de cette réaction-là, donc toujours comme le précédent, donc on utilise les mêmes états, donc la même procédure. On définit ici le taux d'avancement final par le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal. Donc ici, même si la réaction n'est pas totale, donc on suppose un des réactifs il est limitant et on peut calculer X max.
Donc ce rapport-là, ou bien le taux d'avancement, donc il est très utile pour déterminer les transformations qui sont totales et celles qui sont limitées. Car sa valeur donc, est comprise entre 0 et 1. Donc les cas extrêmes sont si taux égale à 0, donc la réaction n'a pas lieu, si taux égale à 1, donc la réaction est totale. Mais si taux a une valeur comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire ni 0 ni 1, mais inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Dans l'état d'équilibre d'un système chimique, au cours d'une transformation chimique non totale, la réaction s'effectue dans deux sens, sens direct et sens inverse. Donc on a déjà vu ça. Donc dans l'état final, il existe des réactifs et les produits qui restent en proportion constante. C'est-à-dire, on a dit que la réaction limitée s'effectue lorsque les deux produits réagissent entre eux. Donc il essaie de bloquer le sens direct. Ainsi, à l'état final, donc les quatre constituants existent dans le mélange. Donc cet état final est alors appelé un état d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y aura équilibre entre les produits et les réactifs. À l'échelle macroscopique, donc les systèmes ne semblent plus évoluer, donc il y a la réaction dès que la réaction est arrêtée, est achevée, mais à l'échelle microscopique, les entités continuent à réagir. Alors des chocs efficaces ont lieu entre les entités réactives d'une part et des entités produites d'autre part. Donc cet équilibre-là n'est plus équilibre statique, mais c'est un équilibre dynamique. Deuxième partie de ce domaine-là, donc quotient de la réaction et la constante d'équilibre. Définition du quotient de la réaction, soit la transformation suivante avec les coefficients A, B, C, D et les espèces chimiques A majuscule, B majuscule, C majuscule et D majuscule. Donc on définit le quotient de la réaction par la concentration de C des produits. Donc on commence ici donc, au numérateur, donc les concentrations des produits, au dénumérateur les concentrations des réactifs. Mais chaque concentration, elle est prise en puissance à son coefficient. C'est-à-dire ici la concentration du C à la puissance C, qui multiplie la concentration de D à la puissance D, et qui sur la concentration de A à la puissance A fois la concentration de B à la puissance D. Donc si vous voyez ici, dans cette transformation, j'ai utilisé tous les espèces chimiques sont dans l'état aqueux. Donc c'est pourquoi j'ai introduit les quatre espèces chimiques. Donc le quotient de la réaction, il est sans unité, même si on a, bon ici c'est normal, donc on a deux concentrations de le numérateur et deux concentrations de le dénominateur, donc on aura le sans unité. Même dans les cas qu'on a seulement, on a deux, par exemple ici, et une concentration ici, toujours que R elle est considérée sans unité. La remarque, alors on utilise dans l'expression de QR que les concentrations des espèces chimiques dissoutes. Donc ici j'ai utilisé AQ pour montrer que les quatre espèces sont dissoutes. Alors j'ai utilisé les quatre espèces dans l'expression de QR. Alors les concentrations du solvant et celles des solides sont considérées égales à 1. Donc si on a un solvant donc, et c'est liquide ou bien solide, on n'utilise pas. Donc on ne va pas l'utiliser dans QR parce qu'on le considère sa concentration est égale à 1. Le quotient de la réaction que R, de la réaction s'effectue dans le sens inverse. Donc si on inverse cette transformation-là, c'est-à-dire je commence par C et D comme réactif et A et B comme produit, que R de cette transformation-là inversée égale à l'inverse de que R. C'est-à-dire que R' égale à 1 sur que R. Alors, on va voir des exemples. Réaction d'un acide AH avec l'eau. Donc ici que R, donc c'est écrit A-, la concentration de A- qui multiplie la concentration H3+, sur AH. Ici, on n'a pas utilisé H2O parce qu'il est liquide. Donc on a considéré que sa concentration est égale à 1. Réaction d'oxyde de réduction. Donc ici, on a utilisé seulement deux espèces chimiques parce que les deux autres sont solides. Et si on a affecté la concentration de Ce3+, à la puissance 3 et Al3+, à la puissance 2. Notre exemple, réaction de précipitation. Donc ici, on a 1 sur la concentration des réactifs parce qu'on a un seul produit et il est dans l'état solide. Donc on l'a remplacé avec 1. Alors, quotient de réaction à l'état initial, donc c'est le même, seulement il faut prendre les concentrations des espèces chimiques dans l'état initial. Et dans l'état final, il faut prendre les concentrations de l'état final ou bien l'état d'équilibre. La constante d'équilibre. Par définition, la constante d'équilibre, c'est le quotient de la réaction à l'état final ou bien à l'état d'équilibre. Donc la constante d'équilibre K ne dépend que de la température et ne dépend pas de l'état initial. C'est-à-dire, si on prend une solution, on cherche K, et si on l'a dilué, on cherche une autre fois K, on va trouver la même valeur parce que K ne dépend pas de l'état initial, mais il ne dépend que de la température. Alors, c'est bien sûr, on garde la température constante. La réaction est considérée totale si on trouve la valeur de K est supérieure à 4. Donc, maintenant, deux critères pour
donner est-ce que la réaction est totale ou bien limitée. Si on calcule taux, et c'est taux égal à 1, donc la réaction est totale, ou bien on calcule K, et si on trouve K supérieur à 10 à la puissance 4, donc la réaction est totale. Évolution spontanée du système chimique, donc généralement donc, on cherche, donc pour un système chimique, donc, on cherche soit de l'internet ou bien soit de nos données, donc la valeur de K est donnée, donc chaque système chimique a sa constante d'équilibre, il est connu. On calcule QR initial. Si on trouve que QR initial est supérieur à K, donc la réaction va se dérouler dans le sens inverse. Mais si on trouve que QR initial est inférieur à K, donc la réaction va se dérouler dans le sens direct de la transformation jusqu'à ce que QR atteint la valeur de K. Troisième partie, transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Donc, on commence par une réaction qui se trouve dans toutes les solutions aqueuses, c'est l'autoprotolyse de l'eau. C'est une réaction qui se produit entre les deux couples de l'eau. Donc, le premier couple où l'eau est une base et le deuxième couple où l'eau est un acide. Donc, l'eau est un ampholyte, il peut jouer le rôle d'acide ou bien de base. Donc, la réaction entre ces deux couples-là, donc le H2O qui est base de ce couple avec H2O qui est acide de ce couple, ça donne les ions H3+, et l'ion HO-. Donc cette réaction-là est appelée autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire il y a donc réaction de l'eau avec la molécule de l'eau avec une autre molécule de l'eau. C'est une transformation qui est très très limitée. Donc le produit ionique, donc si on calcule la constante, donc ici la constante, je reviens à l'équation, la constante d'équilibre de cette transformation-là, donc puisqu'ici on a liquide, donc on aura seulement la concentration de H3+, qui multiplie la concentration de HO- à l'état d'équilibre sur 1. C'est-à-dire, on aura KE, donc on note KE, donc normalement c'est K, puisque c'est réaction qui se trouve dans toutes les solutions aqueuses, donc on a spécifié un peu cette constante-là en rajoutant le E, donc c'est KE, c'est-à-dire E, l'eau. Ça donne un produit de H3+, qui multiplie HO-. Normalement, c'est un quotient, normalement c'est que R, mais puisque j'ai seulement un produit de deux concentrations, donc on a changé le nom de quotient vers le produit, donc on l'appelle produit ionique de l'eau. Avec les concentrations sont exprimées en mol par litre. Alors la valeur de cette constante-là, donc qui ne dépend que de la température, elle a une valeur de 10 à la puissance moins 14, à 25 degrés. Si on change la température, cette valeur va changer. Mais si on change dans n'importe quelle solution acide, base, neutre, toujours ce produit-là égale à 10 moins 14, mais à condition que la température soit 25 degrés. Le pKe, donc pKe c'est moins log de KE, donc on remplace ici P par moins log, c'est un log décimal. Donc pKe c'est moins log de KE égale à 14, parce que le log décimal est la fonction inverse de 10. Donc si on entre une fonction inverse sur 10 à la puissance x, log de 10 à la puissance x, ça donne x. Donc ici ça donne 14. Alors si on cherche KE à partir de pKe, donc KE c'est 10 à la puissance moins pKe. Donc maintenant on généralise la notion des solutions aqueuses ou bien acides ou bien bases. Donc dans le collège, donc vous avez vu que une solution acide, donc c'est lorsque la concentration de H3+ est supérieure à la concentration de HO-. La solution basique, c'est l'inverse. Mais si on va généraliser ça, donc on va dire que les solutions aqueuses, c'est les solutions pour lesquelles le pH est inférieur à pKe sur 2. La solution neutre, c'est pH égale à pKe. Les solutions basiques, lorsque pH est supérieur à pKe sur 2. Le cas particulier de cette échelle-là, c'est lorsque la température, c'est 25 degrés. À ce moment-là, on aura pKe, c'est 14, et on revient de ce que vous avez vu en collège. Donc, ce qu'on veut en collège, c'est seulement un cas particulier. Donc, on aurait ici 14 sur 2, c'est 7. Le pH inférieur à 7, solution acide. pH supérieur à 7, solution basique. Alors, les constantes d'acidité, donc c'est quoi une constante d'acidité d'un couple acide-base AH sur A- n'est rien que la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc, si la réaction est entre un acide d'un couple et l'eau, donc la constante d'équilibre de cette réaction-là, on l'appelle constante d'acidité du couple considéré. Alors, l'expression de Ka, donc soit un acide, donc AH plus H2O, ça donne A- plus H3+. Donc, que R de cette transformation-là, c'est la concentration de A- fois la concentration de H3+, sur la concentration de AH. Mais ici, puisqu'on a une réaction particulière de l'acide plus l'eau, donc la QR, ça sera QA. Donc Ka, c'est la concentration de A- de la base qui multiplie la concentration H3+, sur la concentration de AH. Et Ka ne change pas, l'expression de Ka ne change pas, quelle que soit la transformation, quelle que soit la solution, acide ou bien base. Toujours Ka, c'est la concentration de la base qui multiplie la concentration H3+, sur la concentration de l'acide.
Alors remarque, Ka aussi ne dépend que de la température, bien sûr, parce que Ka n'est rien que R. Et on note pKa c'est moins log de Ka, ou bien Ka c'est 10 à la puissance moins pKa. La relation entre pH et pKa, donc c'est une relation qui est très très importante. Donc parfois elle est utile soit pour calculer le pH, ou bien calculer le pKa, ou bien calculer ce rapport. Donc si on a les concentrations et la valeur de pKa, on peut calculer le pH. Si on a la valeur du pH et le rapport, on peut calculer le pKa. Mais si on a le pH et le pKa, donc on peut calculer 1 moins sur AH, qui est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Et cette question-là, elle est souvent demandée à l'examen. On vous demande de calculer ce rapport-là. On vous donne pKa, et surtout donc, dans l'équation du dosage, on vous donne un volume pour déterminer la valeur du pH. Alors la constante d'acidité des couples dans l'eau. Donc l'eau est un eau fluide qui appartient à deux couples. Donc l'eau est l'acide du couple H2O sur HO-. Donc on a déjà parlé de cette partie-là. H2 est la base de couple. Donc pour ce couple-là, donc Ka c'est égal à 1 et pKa c'est 0. Pour ce couple-là, H3 plus sur H2O. Mais pour ce couple-là, donc pKa c'est pKe. Avec pKe égale à 14. Alors pKa dans ce cas-là, ça donne 0 parce que log de 1 égale à 0. Alors le comportement des acides dans les solutions aqueuses. Donc on a déjà trouvé que la valeur, on peut démontrer facilement que la valeur de Ka de la réaction entre l'acide et l'eau, ça donne C fois τ carré sur A moins τ. Donc d'ici on tire que pour une même concentration apportée d'acide, un acide est d'autant plus fort que la constante d'équilibre Ka du couple mise en jeu est grande, donc pK est faible. Donc, si un acide est plus fort, c'est-à-dire qu'il dissocie fortement avec l'eau, réagit fortement avec l'eau. Donc, dans ce cas-là, on aura τ qui aura une valeur grande, puisqu'il s'agit τ au carré, il s'agit moins τ, 1 moins τ. Donc, si T augmente, Ka augmente. Donc, si T augmente, c'est-à-dire que la force de l'acide augmente, donc si Ka augmente. Donc, si la valeur de Ka, donc en comparaison entre plusieurs acides, l'acide qui a la plus grande valeur de Ka, c'est lui le plus fort, c'est-à-dire l'acide qui a la plus petite valeur de pKa, parce que c'est en inverse, parce qu'on a un signe moins. pKa, c'est moins log de Ka. Et on sait que l'acide est aussi plus fort que si le pH de la solution est faible. Donc, si le pH est faible, l'acide est fort. Comportement des bases, donc la même chose, on va faire la comparaison de différentes bases dans des solutions aqueuses. Donc pour une base B plus H2O, donc K de la transformation n'est plus Ka comme l'acide, mais K c'est donc Ke sur Ka. Donc dans ce cas-là, pour K soit grande, il faut que Ka soit petite, en considérant que K est constante. Donc on peut dire donc l'inverse qu'on a dit pour l'acide. Donc K est d'autant plus grande que Ka est petite. Donc pour que K d'une transformation de la base avec l'eau soit grande, il faut que Ka soit petite. Donc, ici K est grande, avec K égale à C τ carré sur A moins τ. Donc, pour que K soit grande, il faut que τ soit grande. Alors, C τ est grande, c'est-à-dire que la base est forte. Donc, à concentration apportée égale, une base est d'autant plus forte que le taux d'avancement final τ de la réaction entre la base et l'eau est grand. Donc, si τ est grand, K est grande, la base est forte. Donc, pour une même concentration apportée de base, une base est d'autant plus forte. Donc, si le pH est plus grand, ou bien la constante d'acidité Ka du couple associé est petite, donc le pKa est grand. Donc, c'est l'inverse des acides. Si on compare deux acides dans une solution aqueuse, l'acide qui a la valeur de Ka grande, ou bien la valeur de Ka faible, ou bien la valeur de pH faible, c'est l'acide le plus fort. Mais pour les bases, c'est l'inverse. Deux bases dans deux solutions, si on compare leurs forces, la base la plus forte, c'est la base dont la valeur de Ka est faible, c'est-à-dire la valeur de pK est grande, ou bien la valeur de pH est grande. Domaine de prédominance de l'acide, ou bien domaine de prédominance de la base. Donc, dans l'échelle de pH, donc, on cherche la position de pKa. Donc, pour que l'acide domine, il faut que la concentration de l'acide soit plus grande que la concentration de 1-. Et ceci est réalisable si pH est inférieur à pKa. Dans ce domaine-là, pH il est inférieur à pKa. Alors pour que la base conjuguée domine, il faut que la concentration de la base soit supérieure à la concentration de l'acide. Dans ce cas-là, il faut que le pH, donc ici on est dans cette zone-là, on a le pH, il est supérieur à la valeur de pKa. Et si le pH est égal à pKa, c'est-à-dire que les deux concentrations sont égales. Diagramme de distribution, ici on trace des courbes qui représentent le pourcentage de l'acide AH et le pourcentage de la base, 1-. Donc ce sont les pourcentages. Comment on calcule ces pourcentages-là? Le pourcentage de l'acide AH, c'est la concentration de AH sur AH plus la concentration de AH plus 1- qui est multipliée par 100.
Et même pour la base, donc c'est la concentration de A- sur la concentration de l'acide plus la concentration de la base qui multiplie par 100. Donc ici, on exploite cette courbe-là, donc elle est déjà posée dans des examens des sciences maths. Donc l'intersection des deux courbes, donc on fait la projection, on détermine la valeur du pKa du couple étudié, et même on peut utiliser la courbe de la base A- pour déterminer donc le taux d'avancement final. Donc si on cherche taux, donc si on connaît la valeur du pH, on fait la projection sur la courbe de la base et non pas sur la courbe de l'acide pour déterminer taux. Si on a la réaction entre la base et l'eau, donc pour chercher taux, on fait la projection sur cette courbe-là, c'est la courbe de l'acide AH. Donc toujours il faut faire la projection sur l'espèce chimique qui est produite et non pas celle qui est réactive pour déterminer taux. Les indicateurs colorés, définition, donc un indicateur coloré, donc il est constitué d'un acide et de sa base conjuguée avec la particularité que l'acide et la base ont des couleurs différentes. Donc il est caractérisé, donc un indicateur coloré il est caractérisé par une zone de virage. Donc les zones de virage, donc ici on cherche quand est-ce que l'acide prédomine et quand est-ce que la base prédomine et on laisse au milieu presque 2 unités de pH, ce qu'on appelle la zone de virage, c'est-à-dire la zone où la couleur change de la couleur de l'acide vers la couleur de la base. Donc généralement, donc théoriquement, donc cette région-là, ce qu'on appelle la zone de virage, contient 2 unités de pH, mais expérimentalement, la zone est inférieure à 2 unités de pH. La constante d'équilibre d'une réaction acido-basique en général, donc soit réaction entre l'acide AH et la base A2- qui donne la base conjuguée de cet acide-là, plus l'acide conjugué de cette base-là. On cherche la constante d'équilibre de cette réaction-là, donc ça sera la concentration de A1- qui multiplie la concentration de A2H sur la concentration de A2- qui multiplie la concentration A1H. On multiplie par H3+, et on divise par H3+, donc on aboutit à Ka1 sur Ka2. Donc toujours K d'une transformation acide-base. Donc normalement on se demande quel est le Ka qui sera en haut et le Ka qui sera en bas. Donc toujours en haut, c'est le K de l'acide réactif. Ici, on utilise K de l'acide réactif sur K de l'acide produit. Donc ici, l'acide réactif est A1H, mais l'autre acide, il est produit. Donc on va utiliser Ka1 de cet acide-là sur Ka2. Avec Ka1, c'est 10 à la puissance moins pKa1. Ka2, c'est 10 à la puissance moins pKa2, mais si on remonte vers le haut, ça devient 10 à la puissance pKa2 moins pKa1. Le dosage, donc la dernière partie de ce chapitre-là, donc c'est le dosage acido-basique. Définition, doser une espèce, c'est-à-dire chercher sa concentration, donc de concentration inconnue, ou bien une quantité de matière inconnue. Alors on fait réagir donc une espèce appelée réactif titré dont la concentration normalement elle est inconnue, avec une autre espèce chimique appelée réactif titrant introduite en quantité connue. Donc, et la concentration bien sûr elle est connue du titrant. La réaction mise en jeu est des réactions de titrage qui doit être totale, rapide et sélective. Donc les trois qualités de cette réaction-là de dosage. La relation donc qu'on exploite, donc on fait l'expérience, après on exploite donc la courbe qu'on a obtenue en utilisant la relation d'équivalence pour calculer donc la concentration inconnue. Donc on définit tout d'abord c'est quoi l'équivalence. Donc l'équivalence notée E du titrage acido-basique d'une solution d'acide HA par une solution de base B est atteinte lorsqu'on atteint un mélange stoichiométrique des réactifs. C'est-à-dire à l'équivalence, le mélange il est stoichiométrique et les deux réactifs sont limitants. On va voir des exemples. Le dosage acide, donc si on a dosage d'un acide par une base, donc la relation d'équivalence s'écrit CaVa fois CB VBE. Donc VBE, c'est le volume à déterminer d'après la courbe. Donc c'est le volume à l'équivalence nécessaire pour atteindre l'équivalence. Généralement ici on aura Ca qui est inconnu. Si on dose une base par un acide, donc on aura CbVb égale à CaVaE. Donc Va c'est le volume de l'acide versé à l'équivalence. Donc généralement ici c'est Cb qui est connu et VaE il est déterminé d'après la courbe. Le protocole expérimental utilisé pour un dosage est le suivant. Avec la légende, ici on a une burette graduée dont le zéro donc, se trouve en haut pour lire le volume lorsque la solution descend. La solution qui est à l'intérieur de la burette, donc c'est une solution titrante. Ici c'est le support, la solution titrée, l'agitateur magnétique, le pH mètre, l'électrode du pH mètre et
le barreau magnétique. Donc à l'examen national, parfois on vous donne donc, le dispositif, le schéma, et on vous donne 4 flèches donc, à légender. Généralement 4 ou bien 3 flèches à donner le nom du matériel ou bien des solutions. Exemple de dosage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. Donc la réaction de dosage est la suivante. Donc ici on a utilisé une seule flèche parce que la réaction elle est totale. Donc d'après les qualités on a dit que la réaction doit être totale, rapide et sélective. Donc la courbe du dosage est la suivante. Donc on suit l'évolution du pH en fonction du volume de la base ajoutée, donc SCVB en millilitres. Donc la courbe de dosage est la suivante en rouge, donc l'évolution du pH. Et la courbe en vert, c'est ici on ajoute donc la dérivée du pH par rapport au volume ajouté. Donc ici la dérivée, donc si le pH ne varie pas beaucoup, donc la dérivée est presque nulle. Mais s'il y a ici on a un saut de pH, variation brusque du pH, la dérivée augmente. Donc atteint un maximum, puis elle redescend parce que le pH devient ici presque constant, donc la dérivée presque c'est nulle. Ça dérive presque nulle. Donc l'utilité de ces deux courbes-là, c'est pour déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors, toujours le point d'équivalence se trouve entre ces deux points d'inflexion. Voilà le premier point d'inflexion et le deuxième point d'inflexion. Donc, les points d'équivalence se trouvent ici. Donc, on utilise la courbe du pH. Donc, on utilise ici la courbe, la méthode des tangentes. On trace une tangente, donc tangente dans le premier point d'inflexion. Notre tangente dans le deuxième point d'inflexion, mais qui est parallèle à la première. Donc, il est parallèle. Donc, vous voyez ici un angle droit, ici un angle droit. Donc, c'est-à-dire que ces deux droites-là sont parallèles. On trace un perpendiculaire sur les deux et on trace, donc on divise le segment ici sur deux, donc puis on trace un autre parallèle aux deux autres qui passent par le milieu du segment. Alors l'intersection de cette droite-là avec la courbe, en ce point-là, donc c'est le point d'équivalence. Donc on fait la projection ici pour déterminer le volume ajouté à l'équivalence, ici par exemple C10, et on fait la projection sur l'autre axe pour déterminer le pH à l'équivalence. Alors ce pH-là à l'équivalence donc il nous aide dans les questions posées à l'examen. Donc lorsque vous déterminez le pH à l'équivalence, on vous donne par exemple 3 indicateurs colorés, on vous demande quel est l'indicateur coloré convenable. Donc l'indicateur coloré convenable est celui dont la zone de virage, bien la valeur du pH à l'équivalence appartient à sa zone de virage. Le volume ici VBE, il est utilisé dans la relation d'équivalence pour déterminer la concentration inconnue. Si on n'a pas besoin de valeur de pH, généralement on peut déterminer la valeur de VBE en se basant sur la courbe verte, c'est-à-dire donc on fait la projection de ce pic-là sur l'axe des abscisses et on détermine donc le volume à l'équivalence. Bon, généralement c'est difficile de déterminer le pH en utilisant cette courbe-là, donc ici on va faire la projection et on va voir l'intersection de cette projection-là avec la courbe. Donc, généralement ça nous donne un palier et non pas un seul point. Notre exemple, dosage d'une solution d'ammoniac par une solution de chlorure d'hydrogène. Bon, ici, on remarque ici dans ce courbe-là que le dosage commence d'une valeur inférieure parce que dans le bécher, initialement, on a une solution acide. Donc, c'est normal, on aura un pH de solution donc inférieur à 7. Puis, le pH augmente au fur et à mesure qu'on ajoute les H en moins de la solution. Alors, ce point, le premier point, il est important, donc c'est le pH de la solution aqueuse de l'acide, c'est-à-dire avant qu'on a commencé le dosage. Donc, parfois, on vous demande à la fin des questions qui concernent le dosage, puis à la fin, il vient une question, calculer le taux d'avancement final de la réaction de CH3CH avec l'eau, et non pas avec H en moins, avec l'eau. Donc, normalement, taux égale à 10 à la puissance moins pH sur la concentration qu'on a calculée par la relation d'équivalence. Mais avec quel pH on va travailler? On va travailler avec le pH, c'est-à-dire le premier point. Parce que ce premier point-là, c'est seulement le pH de la solution aqueuse. C'est-à-dire ici, j'ai seulement l'acide et l'eau, et non pas la H en moins. Donc, pour les courbes de dosage d'une base par un acide, on voit que la courbe démarre d'un pH qui est supérieur à 7. C'est normal parce que dans le bécher, au départ, on a une base. Ici aussi, donc, on a deux courbes, la courbe qui représente le pH et la courbe de la dérivée. Donc, la courbe ici de la dérivée, donc, le pic donc, nous donne directement le volume à l'équivalence, VA. Et on peut aussi utiliser la méthode des tangentes pour déterminer le point d'équivalence. Donc, ici, le point d'équivalence, il est là. Donc, le volume à l'équivalence, c'est celui-là, et le pH à l'équivalence, c'est celui-là. Donc, on voit ici que le pH à l'équivalence, il est acide.
Alors que dans le premier exemple, le pH à l'équivalence, il est supérieur ici, voilà, il est supérieur à 8, donc c'est un pH dans le domaine basique. Pourquoi? Parce que ici l'acide utilisé c'est un acide faible, mais avec une base qui est forte. Donc la base forte mène le pH de l'équivalence vers la zone basique. Ici, c'est l'acide qui est fort, H3+, c'est un acide fort, mais NH3 c'est une base forte, donc le pH à l'équivalence sera un pH acide.